Je suis ravie de vous retrouver pour ces premiers lives de la semaine qui est organisé dans le cadre de la promotion des cahiers de gestion des finances pour les micro-entrepreneurs. J'ai l'habitude de vous parler de mes finances et je me suis dit que ça va être, pour diversifier un peu, ça va être intéressant d'aller voir un peu comment font les autres. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Aline des Boost. Aline est coach business et elle est également entrepreneuse à succès. Et c'est surtout Aline, entrepreneuse, que j'ai envie d'interviewer aujourd'hui pour qu'elle nous raconte un peu quelle est sa relation avec l'argent et quelle est sa façon de gérer les finances maintenant, mais surtout quand elle était encore solo-entrepreneuse. Donc, je vais aller chercher Aline, même si je démarrais une minute avant. J'espère qu'elle est là. Tac, tac, tac. Ouais, elle est là. Salut, salut. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Et toi? Parfait. Ben, nickel, je suivais l'introduction du live. J'étais là toute sage à attendre mon tour. C'était trop bien. Ah, génial, génial. Écoute, moi, je suis ravie, je suis toute excitée et je suis vraiment honorée de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi et de pouvoir partager cet échange avec ma communauté. En plus, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas vraiment de tabou pour parler de chiffres, pour parler d'argent. Et du coup, ça m'enchante parce que je me dis qu'on va se régaler pendant cette discussion. Donc, c'est trop, Oui, trop très bien. peu, très peu. Ouais, écoute, c'est un peu ce que j'essaye de prôner pour rendre ce sujet vraiment accessible à tout le monde et pour qu'on puisse parler, tu vois, d'argent et de nos soucis d'argent de la même manière que, tu vois, on parle, je sais pas faire une telle recette en cuisine. Est-ce que toi, tu peux me dire comment on fait? Voilà. Donc, ce serait vraiment cool si un jour ça pouvait le faire. Écoute, je ne sais pas si je dois dire quelques mots sur moi pour ton audience qui ne me connaît pas. Peut-être Ah, mais rapidement. avec plaisir. Même pour moi, ça va me rafraîchir la mémoire. Ça va être parfait. Ok. Donc, moi, je suis Anna, alias la petite budgeteuse. Donc, mon entreprise, la mission de mon entreprise, c'est de proposer des méthodes de gestion budgétaire simples et pratiques. Donc, je le fais via la formation, mais surtout via les outils comme des cahiers à destination de tout le monde parce que c'est pour la gestion de finances personnelles, mais également depuis cette semaine à destination de micro-entrepreneurs parce que je suis moi-même micro-entrepreneur et donc je crée un outil d'abord pour moi et aujourd'hui je le propose aux autres. Donc voilà, en gros mon histoire, je ne vais pas les raconter ici parce qu'on fera un live rien que sur ça et c'est pas pour ça qu'on est ici, mais aujourd'hui je suis plutôt du côté à apprendre les autres alors que je viens du côté obscur de la force où je devais passer par des moments où il fallait que j'apprenne moi-même comment gérer mon argent. Écoute, j'ai plein de questions à te poser. J'espère on aura le temps de le faire. On fera au mieux. Aujourd'hui, tu es une entrepreneuse prospère. Tu as une entreprise qui prospère. Tu as des collaborateurs. Je pense que tu dois avoir un comptable qui déchire. Mais du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est de retourner un peu en arrière dans l'époque où tu étais encore seule à bord, où tu étais freelance, voilà, tu gérais seul ton business et même un peu avant, parce que j'aimerais bien t'interroger. On va chercher tes daddy issues. J'ai hâte. Je voudrais juste savoir, est-ce que tu as conscience de l'éducation financière que tes parents t'ont transmise et du coup, en quelle croyance sur l'argent ça s'est transformé et est-ce que c'est quelque chose qui a influencé ton envie d'entreprendre et ta façon d'entreprendre aussi? Oui et non, parce qu'il y a des, il y a des choses dans mon éducation qui m'ont aidé dans mon parcours et il y a des choses dans mon éducation qui m'ont mis des bâtons dans les roues dans mon parcours. Moi, je viens d'une famille, je le dis assez souvent, où mon père était entrepreneur, ma mère était salariée et j'ai vraiment grandi avec les deux possibilités. Mais à aucun moment, ils nous ont dit c'est mieux d'être l'un ou d'être l'autre. Voilà, mes frères et sœurs et moi, on a toujours eu le choix. Mais par contre, j'ai grandi, alors ça, je n'en parle pas beaucoup parce que voilà, c'est le côté sorti les violons, mais j'ai quand même grandi dans une famille qui était relativement pauvre où les vêtements qu'on avait, c'était les vêtements que les voisins nous donnaient parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter des vêtements pour 4 enfants, quoi. D'accord. Et donc, j'ai vraiment grandi avec cette valeur que tu veux de l'argent, il faut travailler pour ça. Ouais. Et l'argent, c'était lié au mérite. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir de l'argent de poche au CP
À l'époque, c'était 50 centimes de francs par semaine. Et en fait, chaque fois qu'on montait d'une classe, on montait un petit peu l'argent de poche. Donc, l'argent de poche, ce n'était pas en fonction de notre âge, mais en fonction de notre niveau scolaire et donc de notre Plus tu réussite. gagnais en compétences, enfin en savoir scolaire, plus tu t'es rémunéré par tes parents. Voilà. Et si j'avais besoin de 20 euros supplémentaires pour aller au bowling avec des copines, mes parents me disaient, OK, bah, va nettoyer toutes les vitres de l'étage et va nettoyer, passer aspirateur dans la voiture, on te donnera 20 euros. Donc, en fait, à aucun moment, j'ai été dans une éducation où l'argent était donné. À chaque fois, c'est tu travailles et il faut le mériter, mérite scolaire et travail des petites tâches du quotidien, etc. Donc ça m'a vraiment inculqué. Ça, c'est le bon côté des choses. La valeur argent égale travail, tu vois. Okay. Donc là-dessus, c'est super cool. Et là, je dis, il y a des choses qui m'ont un petit peu plus tiré des bâtons dans les roues, c'est le côté plus obscur de ça, qui est il faut travailler beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est tout spécialement ce que mon père a vécu en tant qu'entrepreneur. Vraiment, il a fait des heures, mais pas possible, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je l'ai vu travailler 100 heures par semaine. Je ne l'ai jamais vu, il était absent toute mon enfance et tout, pour justement subvenir aux besoins de la famille. Et après, avoir une entreprise qui a décollé, et finalement, d'une famille pauvre, on est passé à une famille très aisée, voire même riche. Ouais. Mais du coup, moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat avec cette croyance de si je bosse pas beaucoup, j'aurai pas beaucoup d'argent. Ce qui aujourd'hui, on le sait, n'est pas vraiment juste. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça m'a pris un petit peu de temps à me défaire déjà de cette croyance. Et puis aussi, quand tu as une entreprise qui décolle et que tu gagnes beaucoup d'argent sans travailler plus que l'année d'avant, des choses comme ça, il y a une culpabilité aussi qui s'installe. Énorme. Et j'ai dû travailler sur cette culpabilité, quoi. Ouais, je l'ai vécu. En plus, moi, j'ai 20 ans de salariat derrière moi. Donc, en plus, les croyances que j'ai sorties de ma famille, tu vois, il y avait en plus les faits que quand tu es salarié, forcément, il faut que tu travailles plus pour pouvoir gagner plus d'argent. Et encore, c'est pas toujours le cas. Donc, c'était compliqué. J'ai énormément culpabilisé au départ aussi parce que je trouvais que c'était presque pas normal, quoi, de ne pas fournir autant d'efforts et pouvoir gagner autant d'argent qu'avant, voire plus. OK. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu tes débuts dans l'entrepreneuriat? Tu avais quel âge? Est-ce que déjà tu es passé par la case salariée ou est-ce que directement tu es parti dans l'entrepreneuriat? Et donc quel âge tu avais? Sous quel statut tu as fait? Un peu peut-être les contextes personnels et surtout le contexte financier dans lequel tu as démarré. Alors, du coup, comme je disais, papa entrepreneur. Et donc, depuis que je suis toute petite, je dis, moi, je vais être chef d'entreprise comme mon papa. Et donc, j'ai toujours voulu être à mon compte, toujours voulu être entrepreneur. Je n'ai jamais voulu être salarié. Mais quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, donc là, on est en 2014, j'avais 22 ans. 22, okay. Ouais, c'est ça, 22 ans. Et là, j'avais terminé mes études, j'avais même arrêté mes études parce que j'en avais marre. J'étais partie 1 an à l'étranger où j'avais bossé, j'étais à New York, j'ai un petit peu bossé là-bas et tout. Et puis à mon retour en France, je me suis dit, je veux être entrepreneur et je veux être retoucheuse photo parce que c'est le métier que j'avais appris complètement par hasard à New York, mais vraiment complètement par hasard. Sauf que mes parents, le deal, encore une fois, c'est le mérite, ça a toujours été le jour où vous arrêtez vos études, vous êtes indépendant financièrement, on ne vous donne plus un sou. Quand vous êtes en études, on vous aide, on vous paye vos études, on vous aide pour le loyer, les choses comme ça. Mais dès que vous arrêtez les études, on arrête de vous donner quoi que ce soit. Et donc, moi, je me disais, OK, je reviens de New York, j'ai pas un sou, je veux me lancer, mais comment je fais quand on a zéro ressources? Et du coup, en fait, j'avais fait un calcul et je me suis dit, combien d'argent j'ai besoin de côté pour vivre pendant 4 mois sans avoir aucune rentrée d'argent. J'avais besoin d'avoir à peu près 2500 € parce qu'à l'époque, j'habitais dans un tout petit appartement avec mon ex, on était à 2, on n'avait pas des besoins de fou. Donc, j'avais compté que à peu près 600 € par mois, ça me suffisait largement pour subvenir à mes besoins pendant 4 mois en me serrant un petit peu la ceinture. Et du coup, je me suis dit, écoute, il faut que je trouve 2500 €. Et j'ai été très simple dans ma manière de les obtenir, c'est que j'ai pris un salariat pendant 6 mois. Donc pendant même 7 mois. Pendant 7 mois, j'ai été caissière à Monoprix, juste le temps de mettre ces 2500 € de côté. Et après, je me suis dit, OK, c'est bon, maintenant je me lance et j'ai créé ma micro-entreprise. Voilà. Okay. J'avais même créé un petit peu avant, quoi, et je commençais déjà à bosser dessus en étant caissière. Donc, en gros, tu as pris, t'as pris ton travail chez Monoprix avec un objectif que de toute façon, c'est vraiment que pour mettre de l'argent de côté. Et une fois que tu as réuni la somme de 2500 €, tu leur dis bye-bye et tu te lances à ton compte. Exactement. Et est-ce que du coup, tu es passé au moment où tu travaillais déjà chez Monoprix, est-ce que tu as déjà commencé ton travail de retoucheuse photo ou pas? Oui, vraiment, quand je travaillais à Monoprix, en même temps, je commençais déjà à contacter des gens, à travailler sur mon portfolio, à me demander comment est-ce que j'allais faire pour me faire connaître, etc., à faire des tests gratuitement pour certaines marques. Enfin, j'étais vraiment déjà dans
déjà en mouvement par rapport à ça, quoi. Ok. Donc, au moment où tu te lances, tu t'es dit, bon, ben, j'ai 4 mois devant moi. J'ai assez d'argent pour 4 mois. Donc, j'ai 4 mois pour commencer à faire rentrer de l'argent dans mon entreprise. Est-ce que, donc, tu m'as dit que tu étais bien sous le statut de Oui, micro-entrepreneuriat, c'est ça? Donc, est-ce que déjà à l'époque, tu avais déjà des objectifs que tu voulais atteindre au niveau de chiffres? Est-ce que c'était la même chose? C'était les 600 euros au minimum pour pouvoir, parce que j'ai compris que c'était un peu, c'était les stricts minimums vital qu'il ouais. te fallait pour survivre et n'est pas mendier dans la rue pour avoir un peu à manger. Donc, est-ce que c'était ça? C'était les 600 euros, ton objectif de départ? Faire un chiffre Oui, qui te permettra de te rémunérer à cette hauteur-là? exactement, entre 6 et 800 euros. Je me suis dit, j'ai 4 mois pour atteindre ce palier-là et après construire par rapport à ça. Ok, bah, je suppose que tu as réussi. Oui. Pile poil dans les 4 mois. Je crois que le quatrième mois, à 15 jours avant la fin 15 jours avant la fin du délai, j'ai atteint les 600 euros et trucs comme ça. Je suis en mode, ah bon, bah c'est bon, ça y est, c'est parti. Ok. Et combien de temps tu es resté alors à faire ces métiers de retoucheuse photo? 6 ans. 2 ans? 6. 10? 10 6. ans, ok. Ah, ben voilà. Voilà. Et tout le temps sous le statut micro-entreprise ou est-ce que tu as changé en cours de route? Non, j'ai changé en cours de route. Au bout de 3 4 ans, je suis passée en entreprise individuelle parce que c'était à l'époque où il y avait encore le plafond où on ne pouvait plus être auto-entrepreneur au-delà de 32 000 euros qui était le Oui, seuil de la TVA. Donc en oui. fait, quand on passait à la TVA, on devait changer de statut quoi qu'il arrive. Donc à ce moment-là, moi, je suis passée en entreprise individuelle. Donc c'est pas la SARL, c'est pas la SAS, c'est encore un autre statut. Et en fait, l'année d'après, ils ont changé la réglementation en haussant les paliers. Donc je fais, oh, bah, zut alors. Oh, le Mais bâtard. c'est pas grave. Du coup, je suis passée en EI à ce moment-là, voilà. Ok. Et alors, est-ce que tu te souviens à quoi ressemblait la gestion de tes finances à cette époque-là? À l'époque de la micro ou à l'époque Ouais, de l'entreprise? ouais, époque de la micro. Oui, je me souviens très bien que très très vite, moi j'aime bien savoir exactement combien d'argent je peux dépenser et je Mhm. déteste avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de me dire je ne sais pas combien je vais devoir donner à l'URSSAF. Et donc en fait très très vite je m'étais créé un petit, c'était pas un Excel, c'était un Google Sheet avec une Ok. formule toute simple. Et en fait à chaque fois que j'avais de l'argent qui rentrait d'un devis, d'une facture, etc., je rentrais le montant et j'avais une formule qui calculait automatiquement 23% d'URSSAF, 5% de trésorerie, de frais, de machin, de trucs et grosso modo 60% pour moi ou je sais pas quoi. J'avais fait un truc comme ça. Et donc, à chaque fois, je regardais ce qu'il y avait dans les 60% pour moi, je prenais le montant exact et je me faisais un virement de mon compte professionnel, parce que j'avais ouvert un compte professionnel, à Oui. mon compte personnel. Et de cette manière-là, sur le compte professionnel, il restait tout le temps de quoi payer l'URSSAF et à la fois constituer une toute petite trésorerie qui me servait en fait à racheter des stylés, du matériel, des câbles quand j'en avais besoin pour travailler, etc. Donc, ouais, j'ai eu cette petite Google Sheet, mais que j'ai encore aujourd'hui et que je donne à mes élèves, etc., parce qu'elle est toute bête, mais ça Ouais. permet de tout de suite voir qu'est-ce qui appartient à l'URSSAF, qu'est-ce qui appartient à la Trésor prévisionnelle et qu'est-ce qui appartient à nous, quoi. Ok. En plus, c'est drôle parce que maintenant, maintenant c'est des trucs que certaines banques calculent pour nous. Si, par Mm-hmm. exemple, avec les comptes Shine, on peut voir tout de suite, par rapport à l'argent qui rentre, on peut voir tout de suite les charges qui sont à payer. Donc, c'est super en fait que tu avais tout de suite cette démarche de séparer les pros et les persos et de savoir qu'il faut quand même que tu laisses de l'argent dans ton entreprise pour pouvoir la faire tourner et pouvoir acheter de quoi tu avais besoin d'investir un petit peu. Et tu t'es versé. Par contre, tu t'es versé toujours. Est-ce que ton chiffre d'affaires il fluctuait à l'époque ou est-ce que c'était plutôt quelque chose d'assez régulier d'un mois sur l'autre? Oh, au début, ça fluctuait beaucoup, hein. Donc, en fait, ma règle, c'était que je me versais 60, enfin, au début de la micro, je me versais 60% de tout ce que je recevais. Et Ok. ensuite, quand j'étais à la TVA, en EI, etc., où c'est pas tout à fait les mêmes systèmes de charges, Oui. là, je me versais 40% de tout ce que je percevais. Et en fait, Ok. chaque mois, je faisais le bilan sur mon tableau et je me versais dans la colonne des 40%, je faisais une addition de toutes les sommes qu'il y avait du mois et je me Ok. les versais sur mon compte bancaire là. Et il y avait des Ça veut mois, dire. c'était 300 euros et il y a des mois, c'était 6 000, quoi. Eh ben voilà, ben, tu me ramènes vers la question suivante. Voilà. Comment tu faisais côté personnel cette fois-ci pour pouvoir gérer
Parce que je suppose que tu avais des dépenses fixes un peu comme tout le monde, le loyer à payer, les courses à faire et tout. Donc, le mois où ça rentrait 300 euros, c'était un peu compliqué. Et est-ce que, voilà, comment tu as fait pour pouvoir traverser des périodes de fluctuation est-ce que tu les as subies ou est-ce que tu as trouvé un stratagème en fait pour pouvoir avoir un revenu plus régulier? Alors, en fait, quand j'étais étudiante, pour te donner un petit peu le contexte, j'ai eu, on va dire, peut-être 6 mois, 1 an de ma vie qui était très, très, très compliqué d'un point de vue finance. Quand je dis très compliqué, c'est que malgré l'argent que mes parents me donnaient, c'était pas beaucoup, mais c'était quand même un effort qu'ils faisaient tous les mois. Je terminais tous les mois à moins 300, moins 400 euros parce que j'étais à Paris. Je crois qu'à l'époque, hors loyer, ils me donnaient 250 euros pour vivre. Il fallait que je paye toutes mes factures d'électricité, gaz, téléphone, Internet, mon pass Navigo, mes courses. Et en fait, c'était pas possible. C'était pas possible de vivre avec 250 euros pour tout faire en étant étudiante, etc. Et en fait, j'ai passé 6 mois à terminer à moins 300, moins 400 tous les mois. Et malgré le fait que je m'en tirais pour 25 euros de courses par semaine, je comptais le moindre centime et tout, c'était très très dur. Ça m'a un petit peu, pas traumatisée, mais ça m'a mise en garde. Et donc en fait, même quand j'avais ces périodes de fluctuation en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai toujours été sur un niveau de vie extrêmement stable. C'est-à-dire les mois où je gagnais 600 ou les mois où je gagnais 3000, je dépensais exactement la même chose. Et donc au final, les 3000 s'accumulaient me permettait non seulement de compenser les mois qui étaient beaucoup moins fastes, mais aussi j'ai une augmentation de mon niveau de vie, certes, parce que je suis plus au même niveau de vie que je l'étais avant, mais j'ai une augmentation exponentielle et mon niveau de vie n'a jamais fait comme ça en fonction de mes revenus, mais juste comme ça, tout doucement. Et quand j'avais 3000 euros qui rentraient d'un coup, à aucun moment je me dis, ah cool, j'allais m'acheter un sac à main de luxe, quoi. Tu vois, pas du tout. J'étais en mode, on le met de côté, on le garde parce que je sais qu'il y aura des mois où il y aura moins d'argent, quoi. Ouais. Ouais, en fait, c'est un peu ton passé qui t'a permis d'avoir cette façon de faire, d'être plutôt une petite écurie qui ramasse des choses pour l'hiver quand il n'y aura pas grand-chose. Mais est-ce que dans ta gestion, tu fonctionnais plutôt, enfin, est-ce que tu visais toujours avoir une somme d'argent de côté je vais te donner mon exemple. Par exemple, moi, tout le temps, tu vois, j'aime bien avoir entre 4 et 5 mois de mes dépenses, le minimum de mes dépenses fixes de côté. C'est le seul moyen en fait pour que je puisse entreprendre sereinement, pour que je ne sois pas là à me dire il faut que je fasse du chiffre, il faut que je fasse du chiffre parce que ça ne va pas. Et donc moi je suis quelqu'un qui aime bien saucissonner des choses, tu vois, je me fais des sous-comptes, des sous-comptes et des sous-comptes, tu vois, ça c'est pour l'URSSAF, ça c'est pour au cas où, tu vois, je n'ai pas d'argent qui rentre, donc voilà, ma façon de fonctionner, elle est comme ça, et elle est de la même manière, je fais la même chose maintenant pour la micro-entreprise. Et par contre, moi, je n'ai pas encore, dans l'entrepreneuriat, vécu un moment, tu vois, où j'ai épuisé cette épargne et que les chiffres d'affaires ne rentraient toujours pas, tu vois. Ça c'est, j'espère ne pas les vivre, hein, clairement. Je touche les bois où je peux, là. C'est ça. Mais je suppose que c'est quelque chose que tu vois chez les personnes que tu coaches. C'est ces moments qui doivent vraiment être difficiles parce que il y a cette peur de manquer, cette peur de ne pas pouvoir payer ce qu'on doit payer, surtout si en plus on a de la famille, voilà, d'autres personnes dépendent de nous. C'est compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est super compliqué d'entreprendre dans ce contexte-là. C'est très compliqué, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et est-ce que aujourd'hui, tu vois encore des gens qui pensent pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat en n'assurant pas ses arrières financièrement? Ça veut dire en se disant, j'en ai tellement marre de mon job, je quitte et voilà, j'ai une super idée, je pense que je vais pouvoir gagner de l'argent, j'y vais. Est-ce que tu vois des gens encore comme ça qui... Oui? Alors oui, en fait, il y a deux personnalités que j'observe et vraiment, les deux sont totalement valables. Il y a les personnes qui ont besoin d'être rassurées et de se dire, moi, j'ai besoin d'une certaine somme pour me lancer sereinement, ce que moi j'ai fait. Il y a des personnes qui se disent, moi, j'ai besoin de construire mon entrepreneuriat en parallèle de mon salariat et ensuite je quitte mon salariat quand l'entrepreneuriat, mon entreprise a bien pris. Et il y a aussi les gens, d'un autre côté, qui fonctionnent un petit peu au pied du mur avec la stratégie de je brûle les bateaux, qui en ont tellement marre, qu'ils se mettent volontairement en situation de danger, en mode je quitte tout, j'ai zéro moyen, j'ai pas d'argent et je n'ai pas d'autre choix que de réussir. D'accord. Et j'ai aussi,
Et j'ai observé des miracles chez certaines personnes comme ça. Donc, je pense que c'est plutôt la personnalité, tu vois, si, enfin, des personnalités comme toi et moi, je devine, où nous, on a besoin d'être rassurés même un minimum. Mais j'ai vu des personnes qui sont parties de zéro, qui se sont volontairement coupées tous les vivres et qui ont réussi à cartonner parce qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils ne se laissaient pas le choix. Donc, je pense que c'est à chacun de voir ce qu'il préfère, en sachant qu'évidemment, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pour toi, si je comprends bien, la gestion administrative et comptable, c'est pas quelque chose qui était très compliqué pour toi. C'est plutôt Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avec plaisir ou est-ce que c'était une corvée de début du mois quand il fallait faire ces déclarations? Alors, quand j'étais en micro, c'était plutôt plaisir parce que j'analysais mes petites lignes, puis du coup, j'additionnais mes 60%, comme je te disais, et je me versais la somme. Donc, c'était un vrai plaisir. Après, quand il a fallu passer avec des problématiques de TVA, de trésorerie, de machin comme j'ai aujourd'hui, c'est un enfer. Okay. En fait, bon, aujourd'hui, je délègue tout à un comptable, etc. Mais je garde quand même un œil très, très proche sur ce qui se passe, sur les dépenses. Je me fais accompagner, conseiller là-dessus, tout simplement parce que même si c'est pas agréable, je considère que c'est le rôle d'un chef d'entreprise et c'est notre rôle en tant que chef d'entreprise, même chef d'une micro-entreprise, que de connaître ses dépenses, de connaître ses charges, de savoir combien on peut se rémunérer, combien on doit payer de taxes, etc. Et que si on ne connaît pas les chiffres de son business, on ne peut pas piloter son business, on ne peut pas développer son business. Enfin, ça fait partie de notre mission la plus basique. Donc, même si c'est pas agréable, on n'est pas beaucoup à aimer ça, mais ça reste essentiel. Ok. Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui a une phobie administrative, il peut réussir néanmoins dans l'entrepreneuriat, sachant que souvent, quand on démarre, on n'a pas vraiment le moyen de se faire accompagner ou de déléguer cette partie-là? Il va falloir travailler sur cette phobie. Parce qu'à un moment, être entrepreneur, c'est se frotter administratif, aussi bien comptable que juridique, que fiscal, que l'URSSAF. Et on sait que l'URSSAF, c'est pas forcément les plus fluides en termes administratifs, mais c'est un passage obligé en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas moyen d'éviter. Ou alors, si on évite, c'est qu'on met sous le tapis. Et quand on met sous le tapis, on se prend des pénalités parce qu'on oublie des choses. Donc, à un moment, je pense qu'il faut aussi se dire, je vais mettre les mains dans le cambouis. Et même si on a les moyens de déléguer, encore une fois, pour moi, la confiance n'exclut pas le contrôle. À aucun moment, selon mon point de vue, on doit déléguer entièrement la comptabilité de son entreprise à quelqu'un et ne pas regarder ce qui se passe. Parce que si la personne fait des erreurs, c'est notre responsabilité. On peut finir en prison pour les fautes commises par un expert comptable qu'on n'aurait pas analysé parce que on reste responsable de tout ce qui se passe dans notre entreprise. Donc, il faut contrôler ce qui se passe, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas que pour les fautes qu'on est responsable, mais surtout que si nous, on fait n'importe quoi avec l'argent, en fait, le meilleur comptable du monde ne va pas pouvoir faire des miracles à la fin, juste en nous disant, voilà. Donc, même pour des personnes qui ont le comptable, ils n'ont pas le choix, d'autre choix que de regarder. Non, mais il faut. C'est pas une bonne idée de déléguer entièrement et de jamais regarder ce qui se passe dans notre entreprise. Ouais. Alors, je déconseille. Et donc, tu m'as dit tout à l'heure que malgré le fait que ton revenu augmentait, en fait, toi, tu n'as jamais cédé à la folie d'être dépensière, de se jeter, enfin, de cramer de l'argent parce que voilà, il y avait une grosse somme qui est rentrée. Tu as réussi à garder la tête froide. Mais est-ce que tu arrives quand même à te faire plaisir et de se dire, ben, j'ai droit en fait d'utiliser mon argent pour kiffer, parce que j'ai tellement travaillé dur que c'est fait pour ça aussi. Alors, oui, complètement. Après, il y a deux choses qui rentrent en compte. La première, c'est un mantra que j'ai entendu, mais il y a très longtemps, je ne sais plus du tout où je l'ai entendu, mais c'est quelqu'un qui disait à propos des finances, il ne faut jamais acheter quelque chose sans qu'on ait les moyens de se le payer 10 fois en termes de dépenses. Donc, par exemple, je ne me paye pas un sac à main de luxe si je n'ai pas le moyen de m'en acheter 10. C'est un très bon moyen de savoir si un achat est raisonnable ou pas. Donc ça, c'est quand même une bonne règle, je trouve, un bon moyen mémotechnique pour se dire est-ce que c'est raisonnable ou pas, voilà. Et la deuxième chose, c'est strict parce que moi j'ai entendu la même chose, mais c'était 2 fois. Ah, moi j'ai entendu 10 fois et du coup je me l'applique pas mal quand même. Et après, le truc, c'est aussi que de par mon éducation et même ma manière de voir les choses, j'ai jamais été une grande dépensière ou une grande flambeuse, c'est-à-dire que mon métier m'épanouit tellement, mes relations avec mes amis, mes proches, etc., m'épanouissent tellement que j'ai pas besoin d'acheter beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. Je suis relativement minimaliste et j'ai jamais été une grande dépensière. Je dis toujours, en fait, l'argent ne fait que refléter qui on est vraiment à l'intérieur. Et si on est quelqu'un de comblé
par notre vie est d'heureux de base, le fait d'avoir beaucoup d'argent ne va pas nous en faire dépenser beaucoup d'un coup, même si évidemment le niveau de vie augmente en fonction, je ne vais pas dire le contraire. Et pour clôturer sur ta question, oui, je me fais des plaisirs. Et le dernier gros craquage en date, c'est que moi, j'avais un rêve de petite fille et j'ai toujours dit à mes parents, quand je serai grande, je serai chef d'entreprise et je voyagerai en business class sur Emirates parce que j'avais vu que c'était la plus belle business class des compagnies aériennes du monde. Et là, quand je suis allée à Dubaï au mois de janvier dernier pour un événement d'entrepreneur, et ben, j'ai pris ma business class, j'ai pleuré dans la business class de gratitude, parce que je me disais, je réalise mon rêve, tu vois. Et voilà, donc oui, je me fais plaisir quand même, quoi. Ah, c'est génial, c'est génial. Bah, écoute, je t'envie parce que moi, c'est exactement la chose différente que j'ai vécue avec, avec les. Moi, je fais une reconversion professionnelle et j'avais, voilà, j'ai doublé de mon salaire. Je suis passée de 1500 à 3000, voire 4000 euros quand il y avait des astreintes ou des heures supplémentaires. Et moi, c'était, voilà, j'ai mon niveau de vie, en fait, voilà, les revenus étaient là, mais les dépenses, ils étaient là, tu vois. Donc, c'était. Ça m'a vraiment mis dans des grosses difficultés. Et après, l'entrepreneuriat, il est venu un peu par hasard dans ma vie, mais je me suis dit, je peux pas faire la même chose, les mêmes erreurs que je fais dans ma vie personnelle et avec mes finances personnelles. Et du coup, vraiment, vraiment, je suis très, très stricte quand il s'agit de mes. Enfin, tu vois, ces mois-ci, mes déclarations, les premiers du mois, ils étaient faits, quoi. Tu vois, je sais exactement où je suis, ça me rassure, ça me permet de savoir. En plus, tu vois, moi, je commercialise des produits, enfin des agendas que je dois fabriquer, donc je dois sortir de l'argent, donc je dois anticiper, en fait, c'est des grosses dépenses que je dois anticiper, donc, et je n'ai pas envie de faire appel à des crédits parce que, étant micro-entrepreneur, tu vois, tu n'as pas, t'as pas un avantage, tu vois, fiscal ou comptable, en fait, d'avoir des investissements avec les crédits, des amortissements, des choses comme ça, donc je fais tout sur mes fonds propres. Et ça me rassure énormément de pouvoir le faire. Alors, on va encore prendre quelques questions, hein, parce qu'on a encore un tout petit peu de temps. Est-ce que tu peux, du coup, me dire s'il y a des erreurs quand même au niveau de ta gestion financière ou tes finances perso ou pro, comme tu veux, que tu as fait dans le passé et que tu voudrais bien partager avec nous? Oui, j'ai plein d'exemples d'erreurs parce qu'évidemment, j'en ai fait tout un pataquès. Je pense que la première que j'ai faite, c'est que quand je me suis lancée en micro, je ne me suis pas renseignée sur les aides qui étaient possibles. Et en fait, c'était à l'époque, donc je parle d'un ancien temps, quand le seuil de la micro était à 32 000 euros, mais aussi quand l'ACRE n'était pas automatique, il fallait la demander. Je ne savais même pas que ça existait, donc en fait, je n'ai pas fait de demande d'ACRE en me lançant, alors que pourtant, j'aurais pu y avoir le droit. Et du coup, en fait, j'ai payé 24% de charges dès le premier mois, alors que j'aurais pu payer d'abord 5, puis après 11, puis après. Voilà. Donc, ça, c'était, je pense que ça ne m'a pas empêché de vivre du tout de mon activité, mes premières erreurs. Et la plus récente, qui est encore une erreur sur laquelle je travaille beaucoup, c'est que j'ai trop ce côté petit écureuil, c'est-à-dire que j'ai tellement peur d'avoir des imprévus qui me tombent dessus, de ne pas pouvoir payer mon équipe, d'avoir des charges ou des impôts dont je n'avais pas connaissance, ou alors de ne pas savoir exactement combien je vais devoir payer, que j'ai tendance à trop garder l'argent. Et en fait, l'année dernière, donc c'est tout récent, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement gardé l'argent et j'ai tellement pas investi que, en fait, à l'échelle du résultat, j'ai eu un résultat tellement énorme positif que je me suis retrouvée, et encore une fois, on parle de chiffres, à devoir payer quasiment 150 000 euros d'impôts sur les sociétés. Donc, je parle même pas de charges, je parle pas d'URSSAF, je parle pas de TVA, je parle de l'impôt sur les sociétés qui est un bénéfice, enfin, un pourcentage du bénéfice net. 150 000 euros que j'aurais pu investir dans tellement d'autres choses, tu vois. Et là, je me suis dit, être trop petite écureuil, ça le fait pas non plus. Donc, voilà. Oui, mais c'est bien que tu dis que tu travailles aujourd'hui sur cette partie-là et tu t'es fait accompagner aussi, hein, parce que c'est lié aussi avec les calculs comptables et tout ça pour savoir exactement ce qu'on peut faire et tout. Donc, je pense qu'à ton niveau, tu as vraiment besoin d'avoir des gens compétents qui peuvent te conseiller, te donner des petits tips. Et après, je ne sais pas comment tu fais pour travailler ça mentalement parce que c'est pas simple quand on est quelqu'un d'économe et c'est lié aussi à ton besoin de sécurité en fait. Comment tu fais aujourd'hui pour travailler ça? Est-ce que, je sais pas, tu passes par des coachings, par des discussions avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que toi? Comment tu essayes de gérer ça?
En fait, c'est pas tant le besoin de sécurité, et je rebondis aussi sur quelques commentaires que je vois passer dans le chat. En fait, le truc, c'est que mon entreprise a explosé tellement vite que je ne pouvais pas à la fois recruter, piloter, gérer mes clients, mes élèves, la croissance de l'entreprise et m'occuper d'optimiser mes finances. Donc, en fait, j'ai consciemment fait le choix de c'est pas grave si j'optimise pas ma trésorerie, c'est pas grave si je paye plein d'impôts, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que Oui. je vais payer des feux rouges et des passages piétons, et puis ça veut dire que mon entreprise fonctionne bien. Mais je ne pouvais pas tout faire, donc j'ai préféré me concentrer sur la croissance de l'entreprise et pas sur l'optimisation des finances. Mais effectivement, cette année, pour pas reproduire l'erreur quand même, je me fais accompagner de quelqu'un. Alors, le nom du métier, c'est un intégrateur financier. Mais donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans analyser absolument toutes les dépenses, qui met en place un prévisionnel, qui te dit exactement ce que tu peux dépenser, ce qu'il ne faut pas dépenser, etc. pour que justement, j'ai une meilleure vision sur les 12 prochains mois. Donc, c'est pas moi qui le fais, ça ne m'intéresse pas, j'y comprends rien, je serais incapable de le faire. Lui, ça le passionne, tant mieux pour lui, tu vois. Il faut tout pour faire un monde. Mais voilà, en fait, c'est pas tant un besoin de sécurité, c'était un manque de vision sur ce que j'allais devoir payer. Donc, par peur, je préférais quand même garder au cas où. Et aussi, un manque de temps à dédier à cet aspect-là de mon entreprise, qui est important, mais à devoir prioriser, j'ai préféré privilégier la croissance plutôt que l'optimisation de l'existant, quoi. Ok, ok, ok. On va peut-être aller sur un petit sujet moins drôle. Je voudrais avoir un peu ton avis sur la prévoyance en tant qu'entrepreneur solo. À quel moment, en fait, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as intégré dans ta gestion? Ça veut dire, est-ce que tu as des assurances pour te protéger de diverses choses qui peuvent arriver et qui feront que ton business, même si je comprends que tu as un business qui a quand même des revenus, que même si Aline disparaissait pendant 6 mois, ton business pourrait quand même rapporter voilà, tu as aujourd'hui une structure, les process et tout ce qu'il faut pour... mais est-ce que néanmoins, c'est quelque chose que tu as intégré et à quel moment et quel est ton avis justement sur tout ce qui est prévoyance et les assurances de maintien de salaire, en fait, des rémunérations? En fait, alors là, je sais qu'il y a un peu deux écoles à chaque fois, mais moi, depuis le début, mais même là, pour le coup, même depuis que je suis jeune active, j'ai toujours mis le paquet en termes de mutuelle, de prévoyance, de choses comme ça. Alors, pas dans les assurances retraite, parce que je ne crois pas à la retraite, mais ça, c'est un avis très personnel, mais en tout cas, dans tout ce qui est mutuelle, prévoyance, j'ai toujours pris le maximum avec toutes les options en me disant, voilà, si à un moment, il m'arrive quelque chose, de grave ou de pas grave, je suis couverte au mieux que je puisse l'être dans le secteur, enfin dans notre société actuelle. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Et même là, on est en passe de recruter nos premiers salariés. Et je continue cette démarche-là en disant, mes salariés, ils auront une mutuelle prise en charge à 100% avec toutes les options au maximum. Parce que ce que je m'applique à moi, j'applique aussi pour mon équipe. Et donc voilà, là, tout ce qui est prévoyance mutuelle, épargne, les choses comme ça, tout au maximum. Au moins, vraiment, comme ça, vraiment, je dors sur mes deux oreilles et je dis, je peux y aller à fond dans mon business, je peux prendre des risques, je sais que je suis couverte derrière. Ok. Est-ce que tu penses que, parce que je comprends que voilà, tu as besoin d'être rassuré à nouveau et voilà, je pense que c'est comme de la même manière que tu procèdes pour tes finances, là aussi, tu vois, tu as besoin quand même voilà, d'être sécure autour de toi et même tu fais la même chose pour tes salariés. Est-ce que tu penses que cette question de prévoyance, on ne devrait pas l'aborder selon forcément le besoin. Parce qu'au départ, on n'a pas énormément de fonds dans notre entreprise. Enfin, chaque euro quasiment compte. Donc, sachant que les métiers sont quand même assez variés dans l'entrepreneuriat et pas tout le monde a la chance d'avoir que des revenus passifs, est-ce que c'est pas quelque chose... tu vois, par exemple, moi, que j'applique ça à moi, je me dis, sachant que j'ai quand même un peu d'épargne de côté, sachant que j'ai un business pareil qui tourne sur les revenus passifs, je n'ai pas besoin d'être rémunéré, par exemple, en cas de maladie ou en cas d'arrêt maladie dès les premiers jours, tu vois, dès l'arrêt. Je peux le faire au bout de 30 jours, voire 60 jours, et ça change énormément le montant de la cotisation. Donc, toi, tu as préféré la totalité, les maximums, d'avoir vraiment les sécures à 100%, si je comprends bien. Oui, mais après, comme tu dis, c'est vraiment une vision personnelle et puis chacun qui fait aussi sa propre gestion et évaluation des risques. Et tu peux tout à fait te dire, moi, je gagne plus d'argent à mettre moi-même mes 3 mois de côté plutôt qu'à dépenser chaque année la différence qui me permet d'être prise en charge dès le premier jour. Ça, c'est des vrais calculs qu'on peut faire avec soi-même et se mettre d'accord. Moi, on va dire, par sérénité d'esprit, par tranquillité, je prends tout au max parce que comme ça, je me dis, bon, voilà, comme ça, je ne me pose pas de questions. Mais effectivement, dès le début, on peut commencer
enfin, à faire ces calculs, c'est la gestion de risque, en fait, tout simplement. Ok, ok, très bien. Écoute, je vais peut-être sortir un peu de la partie finance et t'amener plus, comme ça j'ai quelques tips hein, sur ta partie Et coach business. c'est bien. Parce que j'échange énormément avec des personnes qui souhaitent s'élancer, qui ont des idées. Parfois, on échange beaucoup plus longuement par visio et tout pour savoir. Voilà, les gens, ils souhaitent savoir comment j'ai fait. Enfin, on fait des échanges d'expériences. Et parfois, j'ai l'impression que certaines personnes pensent que à partir du moment où ils ont une bonne idée, ils peuvent réussir dans l'entrepreneuriat. Sachant que quand je leur parle de certaines choses comme ben voilà, administratif, fixer les prix, prospecter, vendre et tout, ils ont envie de fuir. Et ils se disent, ben, c'est pas grave, si je suis très persévérante, voilà, mon idée, elle est excellente, je vais réussir. Quel est ton avis sur cette partie-là? Est-ce que voilà, une bonne idée suffit pour devenir un entrepreneur à succès? Mais bien sûr, non, non, je rejoins, il faut une bonne idée, une bonne exécution. En fait, il y a plein de critères pour la réussite en entrepreneuriat et la bonne idée, c'est que le premier d'entre eux. Mais effectivement, si après on ne remplit pas les autres, ça va être très compliqué, sachant que on dit toujours hein, la valeur d'une idée dépend de son utilisation. Et donc, juste une idée toute seule ne nous emmènera pas très loin. Voilà. Enfin, je sais pas si tu Ok. veux que j'étaye par rapport à ça, mais non, non, pour moi, je vois des gens qui partent avec pas d'idée parce qu'ils se lancent dans un métier classique sans chercher à révolutionner les choses, mais qui le font tellement Ouais. bien, avec tellement de passion et de professionnalisme qu'ils cartonnent. Et je vois des gens avec la meilleure idée du monde, mais qui arriveront jamais à s'en sortir parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place tous les systèmes pour se faire connaître, avoir des clients, développer l'idée, etc. Quoi. Ouais. Je te pose cette question parce que parfois, justement, on a une passion et on s'est dit, on pourrait faire de notre passion un métier. Et en fait, on oublie un peu que pour entreprendre, en fait, il faut aimer entreprendre. Il faut aimer prendre les décisions, il faut aimer un peu les risques, pas être fou complètement pour aller tête baissée. Mais surtout, faut savoir gérer les RH, il faut savoir prendre des décisions, voilà, d'aller où on va à droite, où on va à gauche. Et, euh, et, et cette idée, tu vois, j'ai la passion, j'adore faire ce que je fais. Je sais pas si je prends l'exemple de quelqu'un qui fait des petits gâteaux, tu vois, des petits gâteaux, des petits cookies qui souhaite vendre. Ben, elle adore faire ça, elle adore les préparer et tout. Mais sauf que dans l'entrepreneuriat, ben, cette partie de je vais faire mes petits gâteaux, en fait, c'est juste, je sais pas, un tiers de tout ce qu'elle va avoir à faire, quoi. Donc, toi, aujourd'hui, tu accompagnes les gens, donc je suppose que c'est des choses qu'on est capable d'apprendre, même si aujourd'hui, on part juste avec une idée et on s'est dit, ben non, je sais rien faire, je sais pas prospecter, je sais pas comment faire mes prix. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on peut acquérir comme compétence. Totalement. Et tu as dit quelque chose de très, très juste que je répète aussi souvent, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un métier. À même titre que notre métier passion qui est le budget, le coaching, la pâtisserie, les choses comme ça, mais bien être clair sur le fait que notre métier passion va représenter au début 50% de notre temps, mais Mmh. après de moins en moins, parce que plus l'entreprise Ouais. grossit, plus on est dans le métier entrepreneur que dans notre métier de base. Et si on n'aime pas l'entrepreneuriat, si on n'aime pas être touche à tout, faire le marketing, le commerce, la compta, l'administratif et tout. Si on n'aime pas prendre des décisions, si on n'aime pas avoir cette liberté, mais aussi cette autodiscipline, parce que personne ne dit quoi faire, quand le faire, si on n'aime pas ça, ça va être compliqué. Donc vraiment se D'accord. dire que quand je deviens entrepreneur, je prends une nouvelle casquette, un nouveau métier, celui d'entrepreneur, qui va me prendre de plus en plus de temps. Et si je ne suis pas amoureux de ce métier-là en plus du mien, ça va pas bien se passer. Ok. Et c'est la dernière question que je vais te poser. Comme ça, voilà, on fait pas trop long. Et je suppose que tu aimerais bien aller manger quand même. Ah non, mais je suis Non, bien ça. avec toi, moi, Anna. Je voudrais savoir aujourd'hui, donc, avec la croissance de ton entreprise, est-ce que j'ai cru comprendre que tu n'es pas tellement motivé par vouloir tout le temps gagner plus d'argent? Ou est-ce que à partir du moment où tu atteins tes paliers, parce que comme tout le monde, tu dois avoir tes objectifs, que ce soit sur ta rémunération à toi, comme le chiffre d'affaires de ton entreprise, et est-ce que tu penses que c'est
on est tous confrontés à un moment donné à se dire c'est bon, j'ai ce que je voulais avoir, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, en fait, je suis bien là, je suis bien avec ce que je gagne, j'ai envie de profiter de ça, et en même temps, il est tout à fait possible de faire grandir son entreprise sans forcément d'aller chercher toujours plus de chiffre d'affaires et toujours plus d'argent. Ou est-ce que c'est un peu utopique ce que je dis, tu vois, parce que moi, je suis plus dans la décroissance et j'essaye, enfin, j'ai aujourd'hui exactement ce qu'il me faut pour vivre et tu vois, j'ai pas la pression de mon côté de vouloir. Enfin, mon équilibre personnel, il est très important par rapport à comment j'entreprends. Et parfois, on me dit, ouais, mais tu dors sur l'argent, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais lancer ça. Et en fait, je me dis, mais moi, je lance quand je sens, je marche beaucoup avec l'intuition. Et du coup, je vais pas tout le temps à chercher beaucoup plus d'argent, à pousser, à pousser. Et comment aujourd'hui ça se passe chez toi, cette gestion de vouloir plus ou vouloir, c'est bon, j'ai ce que je veux avoir déjà. C'est hyper intéressant ta réflexion parce que ça soulève tellement de problématiques et de possibilités. On est très différentes sur un point, toi et moi, c'est que effectivement, il y a deux manières de voir l'entrepreneuriat. Il y a, au début, on trime tous pour atteindre le niveau de revenu qu'on souhaite, c'est-à-dire le niveau de revenu qu'il nous faut pour vivre confortablement. Et ça, c'est le goal de tout le monde et c'est d'ailleurs normal quand on se lance dans l'entrepreneuriat d'avoir une seule ambition, c'est de faire suffisamment d'argent pour en vivre. Donc, c'est vrai que souvent on dit oui, il faut trouver son pourquoi, il faut le faire pour les autres. Non, quand on débute, on est tous en train de je veux juste pouvoir nourrir mes enfants et c'est normal. Et après, une fois qu'on atteint ce fameux revenu, il y a deux possibilités. Après, on peut changer aussi en cours de vie. Mais il y a ceux qui justement se disent, maintenant que je vis confortablement, je veux juste ralentir pour avoir le lifestyle que je voulais, c'est-à-dire le temps perso, le temps pour moi, ma famille, mes autres passions, mes choses comme ça, et une entreprise que je ne subis pas mais qui est au service de ma vie. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, ta team de ce que j'ai compris. Et il y a l'autre team qui est la mienne, qui est en mode, c'est un jeu, l'argent, ce sont des points, et on va aller voir jusqu'où on peut aller, tu vois. D'accord. Ou clairement, j'aime gagner de l'argent, j'aime dépenser de l'argent, je pense qu'il faut le dire, mais je ne fais pas ça pour l'argent. Ma rémunération n'a pas bougé depuis 2 ans et, je penserai pas, et ma rémunération n'est pas exponentielle à mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que plus mon entreprise gagne d'argent, moi, je ne gagne pas plus, mais j'adore gagner de l'argent et de voir les paliers qui se débloquent parce que c'est comme un jeu pour moi et que je veux voir jusqu'où je vais aller et je veux travailler au maximum pour voir jusqu'où je vais aller. Voilà, ça répond à ta question? Ouais, ça complètement. Et en plus, tu vois, je t'admire que tu le dis clairement comme ça et sans aucune, parce que, enfin, on peut se dire qu'on va se faire juger si on dit j'aime gagner de l'argent. Non, aujourd'hui. Ah, mais jugez-moi, je vous en prie. Jugez, jugez-moi. Comment elle ose dire ça? Non, mais c'est super chouette et c'est vrai que, tu vois, je te comprends hein, en plus, hein, parce que je pense que si j'avais peut-être commencé quand je fais ma reconversion professionnelle, je donnais énormément d'énergie dans le salariat et j'avais envie de dépasser, tu vois, plein de trucs, j'avais envie de gagner plein d'argent. Ben, je serais peut-être dans le même team que toi. Aujourd'hui, ben voilà, j'ai 42 ans bientôt, j'ai 2 gosses, tu vois. Tu les fais pas. Tu es tellement si jeune. Merci. Tu vois, j'ai un chéri, je kiffe ma vie en fait. J'adore, depuis que j'ai quitté les salariats, même si je suis encore sous la coupelle de congé pour création d'entreprise, plus jamais, tu vois, je mettrai mes pieds dans mon entreprise. Mais j'ai pas envie de travailler plus, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Donc, j'ai aujourd'hui un revenu qui me convient. Ben, je pourrais te dire oui, ça serait toujours bien d'avoir 1 000 € de plus, tu vois, ou 500 € de plus. Mais si j'avais envie de les faire, je suis capable de les faire. Mais je n'ai pas envie. Je suis bien comme je suis. Et je trouvais mon équilibre et ça me plaît. On va s'arrêter là. J'ai kiffé parler avec toi. Mais vraiment, je te remercie énormément pour ta transparence et d'avoir pris le temps de parler avec moi parce que je sais que tu es une personne quand même occupée. Donc voilà, c'était un énorme plaisir et j'espère de te retrouver bientôt pour d'autres aventures. Mais un grand merci à toi pour ton invitation, Anna, parce que j'adore ce sujet. J'adore parler d'argent, d'entreprise, de
dire qu'on peut aimer l'argent, on peut aimer gagner de l'argent sans pour autant devenir un vampire assoiffé qui est là pour sucer l'argent en dehors des gens. Enfin, vraiment proposer une autre version dans un monde parfait, on peut gagner beaucoup d'argent et être une bonne personne, tu vois. Et d'avoir l'occasion d'échanger avec des gens comme toi sur ce genre de sujet, c'est genre une de mes passions cachées. Donc, un grand merci pour cette opportunité. Merci beaucoup. Allez, j'enregistre les lives et pour les personnes qui n'ont pas pu le voir en entier. Et je te dis à bientôt et encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui ont été là. Ouais, bye bye.